Le bébé que vous portez n'est pas de mon fils. Ces mots sont sortis de ma bouche ce dimanche fatidique, devant toute la famille réunie à table. Mais avant d'arriver à ce moment dévastateur, laissez-moi vous raconter comment j'ai découvert la vérité la plus cruelle qu'une belle-mère puisse affronter. Je m'appelle Marie Martin, j'ai 64 ans et je vis à Lyon depuis toute ma vie. J'ai toujours été connue pour ma discrétion, mon éducation raffinée et la façon respectueuse dont je traite tout le monde autour de moi. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour ce serait moi qui protagoniserais le scandale le plus choquant que cette famille ait jamais vécu. Tout a commencé il y a 3 mois, quand j'ai découvert par hasard que ma belle-fille Camille me trahissait de la pire façon possible. Et non, il ne s'agit pas seulement d'une simple infidélité. Ce que j'ai découvert était bien plus profond, bien plus douloureux et bien plus dévastateur que n'importe quel mensonge ordinaire. L'histoire de ma famille semblait parfaite vue de l'extérieur. Laurent, mon fils de 31 ans, ingénieur talentueux, marié depuis 2 ans avec Camille, une belle jeune femme parisienne de 28 ans. Sophie, ma fille de 29 ans, mariée avec Jean-Claude depuis 8 ans, mère de mes 2 petites filles adorées, Élise et Margot. Moi, veuve depuis 10 ans, vivant dans notre appartement familial du centre de Lyon, proche de mes enfants, comblé par mes petits-enfants. Mais comme dit le proverbe français, les apparences sont trompeuses. Ce matin-là, le 15 octobre, l'automne français peignait Lyon de tons dorés et orangés. Les feuilles tombaient paresseusement devant la fenêtre de notre cuisine, tandis que je préparais le déjeuner familial le plus important de nos vies, bien que personne ne le sache encore. Je me levais toujours tôt le dimanche. C'était ma tradition depuis des décennies, préparer un repas spécial pour rassembler ma famille. Ce jour-là, j'avais choisi un menu particulièrement élaboré, quiche lorraine en entrée, coq au vin avec des légumes de saison en plat principal, et une tarte aux pommes maison pour le dessert. Chaque plat avait été préparé avec un soin particulier, car je savais que ce serait un repas mémorable. Vers 11 heures, je dressais la table avec la porcelaine de ma grand-mère, celle que nous utilisions seulement pour les grandes occasions. Les assiettes de Limoges brillaient sous la lumière douce d'octobre, les verres en cristal captaient les rayons du soleil automnal. J'avais disposé des fleurs fraîches du marché de la Croix-Rousse au centre de la table, des chrysanthèmes dorés et des dahlias rouges foncés, parfaits pour la saison. L'appartement sentait bon la cuisine française traditionnelle, mélange d'herbes de Provence, de vin rouge et de pâte feuilletée. Mais sous ces arômes réconfortants, il y avait une tension que moi seul pouvais percevoir. Une tension née de la vérité terrible que je portais depuis 3 mois. À 11h30 précises, Camille arriva. Ponctuelle comme toujours, élégante comme une vraie Parisienne. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés en un chignon sophistiqué, son maquillage subtil mais impeccable. Elle portait une robe bleu marine en soie qui mettait en valeur sa silhouette de femme enceinte de 6 mois. Son ventre arrondi était mis en évidence avec fierté, comme un trophée qu'elle exhibait à chaque occasion. « Bonjour, Marie », dit-elle en m'embrassant les 2 joues avec l'élégance typique des femmes parisiennes. Elle était venue à Lyon il y a 3 ans pour vivre avec Laurent, mais elle avait gardé cette sophistication particulière de la capitale. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?» Sa question sonnait différemment ce jour-là. Il y avait quelque chose dans ses yeux verts, une pointe de défi que je n'avais jamais remarquée auparavant. Ou peut-être était-ce moi qui voyais enfin avec clarté, après 3 mois à observer chaque geste, chaque regard, chaque parole. « Je vais bien, ma chérie », répondis-je en séchant mes mains sur le tablier brodé que ma mère m'avait offert il y a des décennies. Ce tablier avait vu tant de repas familiaux, tant de moments heureux, et aujourd'hui, il serait témoin de la destruction de tout ce que nous avions construit. « Laurent est déjà arrivé ? Il gare la voiture. Et Jean-Claude ? Il a confirmé qu'il viendrait ? Jean-Claude. » Rien qu'entendre ce nom faisait que mon estomac se nouait. Mon gendre de 35 ans, marié avec ma fille Sophie depuis 8 ans, père de mes 2 petites filles, Élise et Margot. Un homme que j'avais toujours admiré pour son dévouement à la famille, son honnêteté, la façon affectueuse dont il traitait Sophie. Un homme qui venait dîner chez nous tous les dimanches depuis des années, qui m'appelait « Maman »,
avec affection, qui aidait Laurent à réparer ce qui était cassé dans l'appartement. Jusqu'à il y a 3 mois, quand j'avais découvert la vérité. Oui, il viendra avec Sophie et les petites, répondis-je en gardant la voix ferme. Ce sera un déjeuner spécial. Camille me regarda avec curiosité, ses sourcils parfaitement épilés se fronçant légèrement. Spécial comment? Mais avant que je puisse répondre quoi que ce soit, Laurent entra par la porte de la cuisine. Mon fils de 31 ans était radieux, comme il l'était toujours quand il s'agissait de sa femme et du bébé qu'ils attendaient. Ses yeux châtains brillaient d'un bonheur authentique, et cela me brisait le cœur. Laurent était un homme bon. Il avait hérité de la gentillesse de son père et de ma détermination. Ingénieur civil dans une entreprise respectée de Lyon, il travaillait dur, économisait pour l'avenir de sa famille, rêvait d'acheter une maison avec un jardin pour élever son enfant. Il parlait constamment du bébé, comment il décorerait la chambre, quel livre il lui lirait, comment il lui apprendrait à faire du vélo dans le parc de la Tête d'Or. Comment pourrais-je détruire le bonheur de mon propre fils? Comment pourrais-je être la porteuse d'une vérité qui briserait non seulement son mariage, mais toute la structure de notre famille? Maman, je peux vous aider avec quelque chose, demanda Laurent en embrassant mon front avec la tendresse habituelle. Ce geste simple, qu'il faisait depuis qu'il était petit garçon, me rappelait à quel point j'aimais mes enfants et à quel point je voulais les protéger. Non, mon fils. Aujourd'hui, vous êtes mes invités spéciaux, répondis-je en forçant un sourire. Allez au salon. Dans quelques minutes, nous serons tous réunis. Pendant qu'il se dirigeait vers le salon, je restais dans la cuisine quelques instants de plus, respirant profondément et essayant d'organiser mes pensées. Par la fenêtre, je pouvais voir les arbres du parc de la Tête d'Or au loin, et je me souvenais de tous les après-midi que j'avais passés là-bas avec mes enfants quand ils étaient petits. Des temps plus simples, quand le plus grand problème était de décider quelle glace acheter aux marchands ambulants. Je regardais la photo de Pierre, mon défunt mari, sur l'étagère de la cuisine. Il souriait de ce sourire chaleureux que j'avais tant aimé pendant nos 35 ans de mariage. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» murmurai-je à son image. « Comment gère-t-on une situation comme celle-ci ?» Bien sûr, il ne répondit pas. Mais en regardant son visage familier, je pensais à tous les secrets que notre famille avait gardés au fil des années. Des petits secrets, des secrets innocents. Jamais quelque chose de cette ampleur. Jamais quelque chose qui pourrait détruire des vies. Le son de la sonnette me tira de mes pensées. Sophie était arrivée avec Jean-Claude et les 2 petites. J'entendis leurs voix animées dans le hall d'entrée, se mêlant au rire de Laurent et Camille. Des voix que j'aimais, des voix qui faisaient partie de la bande sonore de ma vie. Élise, 6 ans, courut vers la cuisine. « Grand-maman. Grand-maman. Regarde ce que j'ai dessiné pour vous. » Elle me tendit un dessin au crayon de couleur, notre famille entière autour d'une table, tout le monde souriant. Il y avait moi, Laurent, Camille avec son gros ventre, Sophie, Jean-Claude et les 2 petites. Même le futur bébé était représenté, flottant comme un petit ange au-dessus de la table. « C'est magnifique, ma chérie », dis-je en serrant Élise dans mes bras. L'innocence de cet enfant, son amour pur pour sa famille, me rappelait ce qui était vraiment en jeu. Ce n'étaient pas seulement les adultes qui seraient affectés par ce qui allait se passer aujourd'hui. Margot, 4 ans, arriva en courant aussi. « Grand-maman, est-ce qu'on peut t'aider à cuisiner ? Le repas est presque prêt, mes petites. Mais vous pouvez m'aider à apporter les serviettes à table. » Pendant que les fillettes disposaient les serviettes en lin blanc sur la table, les mêmes serviettes que ma mère utilisait pour les repas de fête, j'observais Sophie et Jean-Claude dans le salon. Ils étaient assis côte à côte sur le canapé, Sophie racontant quelque chose qui faisait rire Jean-Claude. Ils semblaient si normaux. Si heureux. Sophie était devenue une femme magnifique. À 29 ans, elle avait cette élégance naturelle qui ne nécessitait aucun effort. Ses cheveux châtains tombaient en vagues douces sur ses épaules, ses yeux bleus hérités de son père brillaient de joie quand elle parlait de ses filles. Elle travaillait comme architecte d'intérieur et avait un talent exceptionnel pour créer des espaces beaux et fonctionnels.
Et Jean-Claude? Jean-Claude était l'image du gendre parfait. Grand, les cheveux bruns légèrement grisonnants sur les tempes, des yeux noisettes intelligents et bienveillants. Il travaillait comme gestionnaire financier dans une banque lyonnaise, était respecté par ses collègues, adoré par ses filles. Pendant 8 ans, il avait été le fils que je n'avais jamais eu, celui qui réparait mes robinets, qui m'aidait avec mes déclarations d'impôts, qui emmenait toute la famille en vacances chaque été. Comment était-il possible que cet homme, que je considérais comme mon propre fils, soit capable d'une telle trahison? Quand tout le monde fut installé autour de la table de la salle à manger, la même table où nous avions célébré tant de moments heureux au fil des années, j'apportai l'entrée, une quiche lorraine que j'avais préparée avec un soin particulier. La conversation coulait naturellement, Laurent parlait de son travail à l'entreprise d'ingénierie, Sophie commentait les bêtises des filles à l'école, Jean-Claude mentionnait les projets pour les vacances d'été. Et Camille? Camille observait tout avec ce sourire discret, caressant occasionnellement son ventre et faisant des commentaires sur comme le bébé était actif aujourd'hui. Marie, vous semblez distante aujourd'hui, observa Sophie, ma fille perspicace. Elle avait toujours été très observatrice, même enfant. Elle remarquait les changements d'humeur, les tensions non dites, les secrets mal gardés. Tout va bien? Juste un peu fatiguée, ma puce, mentis-je. Vous savez comment c'est, je n'ai plus l'énergie d'autrefois. Jean-Claude rit, ce rire chaleureux que j'avais toujours adoré entendre. Voyons, Marie, vous avez plus d'énergie que nous tous réunis. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez réorganisé tout le grenier en un week-end? S'il savait que c'était justement dans le grenier que j'avais découvert la vérité sur lui et Camille. C'était en juillet, il y a 3 mois. Je cherchais les décorations de Noël, oui, j'organisais toujours ces choses à l'avance, quand j'avais trouvé une boîte à chaussures que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, il y avait des photographies. Des photographies qui avaient tout changé. Ce n'étaient pas simplement des photos de Jean-Claude et Camille ensemble. C'étaient des photos intimes, tendres, de moments qui n'étaient clairement pas fortuits. Il y avait aussi des lettres d'amour écrites à la main, des messages échangés entre eux, et un test de paternité. Un test de paternité qui confirmait que Jean-Claude était le père biologique du bébé que portait Camille. Le monde s'était écroulé autour de moi cet après-midi de juillet. Je m'étais assise sur le sol poussiéreux du grenier, entourée de ces preuves dévastatrices, et j'avais pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années. Non seulement à cause de la trahison elle-même, mais à cause de toutes ses implications, Laurent trompé, Sophie trahie par son propre mari, mes petites filles qui devraient affronter la séparation de leurs parents, notre famille détruite par les mensonges. Pendant 3 mois, j'avais porté ce secret comme un fardeau. 3 mois à observer Laurent faire des projets pour l'enfant qui n'était pas le sien. 3 mois à voir Sophie sourire innocemment à son mari qui la trompait avec sa belle-sœur. 3 mois à faire semblant que tout était normal pendant nos déjeuners dominicaux. Mais aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, la vérité allait éclater. Mais croyez-moi, vous n'imaginez pas ce qui allait se passer à cette table. Ce qu'ont vu mes yeux quand j'ai confronté Jean-Claude devant tout le monde dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. La réaction de Camille, le désespoir de Laurent, le choc de Sophie, et surtout, la découverte d'un second secret encore plus dévastateur qui a changé tout ce que je pensais savoir sur ma propre famille. Le plat principal fut servi dans un silence qui, pour moi, sonnait assourdissant. Chaque bouchée du coq au vin semblait avoir le goût amer de la vérité que je gardais. J'observais chaque mouvement, chaque regard échangé entre Jean-Claude et Camille quand ils pensaient que personne ne faisait attention. Le coq au vin mijotait depuis des heures dans ma cocotte en fonte héritée de ma grand-mère. Les arômes de thym, de laurier et de vin rouge de Bourgogne emplissaient la salle à manger, créant cette atmosphère chaleureuse typique des repas familiaux français. Mais sous cette façade de normalité, je sentais la tension monter comme la vapeur d'une marmite sous pression. Laurent savourait chaque bouchée avec enthousiasme. « Maman, ce coq au vin est exceptionnel aujourd'hui. Vous avez changé quelque chose dans la recette? » « Non, mon fils. C'est la même recette que ma mère m'a transmise,
répondis-je en observant discrètement Jean-Claude, qui évitait soigneusement mon regard depuis le début du repas. Sophie distribuait de petits morceaux de légumes à Élise et Margot, qui faisaient leur caprice habituel. « Les filles, mangez vos carottes. Grand-maman les a préparées spécialement pour vous. »« Mais maman, je n'aime pas les carottes, » protesta Élise avec cette moue adorable que font tous les enfants de 6 ans. « Si tu finis ton assiette, grand-maman te donnera un morceau supplémentaire de tarte aux pommes, » négociai-je avec ma petite fille. Dans des circonstances normales, ce genre d'échange m'amusait. Aujourd'hui, chaque interaction familiale me rappelait cruellement ce qui allait bientôt être détruit. Jean-Claude sourit en regardant sa fille. « Écoute maman, ma chérie. Les carottes te rendront forte comme une princesse. » Son affection sincère pour ses filles me troublait. Comment un homme pouvait-il être un père si aimant et en même temps capable d'une telle trahison ? Comment pouvait-il regarder Sophie avec tendresse tout en sachant qu'il la trompait avec sa propre belle-sœur ? Jean-Claude a raison, dit Camille avec ce sourire que j'avais appris à détester. D'ailleurs, quand notre petit garçon naîtra, j'espère qu'il aura un bon appétit comme ses cousins. Le mot « cousin » resta suspendu dans l'air. Techniquement, si l'enfant était de Laurent, Élise et Margot seraient effectivement ses cousines. Mais la vérité était bien plus compliquée, et Camille le savait pertinemment. « Tu as découvert le sexe du bébé ?» demanda Sophie avec excitation. « Tu ne nous avais pas dit. » Oui, lors de la dernière échographie, Camille caressa son ventre avec cette gestuelle théâtrale qu'elle avait perfectionnée. « C'est un petit garçon. Laurent est aux anges, n'est-ce pas, chérie ?» Laurent rayonnait littéralement. « Un fils. Vous imaginez ? Je lui apprendrai le football, nous irons pêcher ensemble dans la Saône, je lui montrerai comment réparer les choses avec ses mains. » Chaque mot de mon fils m'enfonçait un poignard dans le cœur. Il rêvait déjà de transmettre les traditions familiales à un enfant qui n'était pas le sien, qui ne partageait même pas son sang. « Et vous avez choisi un prénom ?» demanda Jean-Claude, sa voix légèrement tendue. Je me demandais s'il pensait au fait que cet enfant serait techniquement son fils, pas son neveu. « Nous hésitons encore, » répondit Laurent. « Peut-être Thomas, comme mon grand-père, ou peut-être Pierre, comme papa. » Pierre. Le prénom de mon défunt mari. L'ironie était presque insupportable. Si Laurent savait que l'enfant portait déjà les gènes de Pierre à travers Jean-Claude, son demi-frère biologique. Mais c'est pendant le dessert que Camille décida de montrer son vrai visage. J'avais apporté ma fameuse tarte aux pommes, celle dont la recette était un secret de famille transmis de mère en fille depuis 4 générations. La pâte était parfaitement dorée, les pommes fondantes, la cannelle et la vanille créaient un parfum paradisiaque. En temps normal, ce dessert marquait l'apogée de nos repas familiaux, le moment où tout le monde se détendait autour d'un bon café et de cette pâtisserie traditionnelle. Mais aujourd'hui, la tarte aux pommes allait devenir le décor de l'humiliation la plus cruelle que j'ai jamais subie. « Marie » commença Camille, sa voix prenant ce ton doucereux qui cachait toujours ses intentions les plus malveillantes, « il faut que je vous dise quelque chose. Cela me préoccupe énormément depuis quelque temps. » Le silence s'installa autour de la table. Laurent arrêta de mâcher, sa fourchette suspendue à mi-chemin entre son assiette et sa bouche. Sophie leva les sourcils, surprise par le ton solennel de sa belle-sœur. « Jean-Claude. » Jean-Claude devint tendu comme un ressort, ses épaules se raidissant imperceptiblement. « Vous vous préoccupez de moi ?» demandai-je, gardant ma voix aussi calme que possible tout en sentant mon cœur s'accélérer. « Oui, et je ne suis pas la seule », elle marqua une pause théâtrale, laissant son regard faire le tour de la table. « Voyez-vous, à 64 ans, vivre seule dans cet appartement si grand pour une personne ?» Elle gesticulait en parlant, ses mains manucurées dessinant des arabesques dans l'air comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un enfant récalcitrant. « Laurent et moi en avons beaucoup discuté, » continua-t-elle, « et nous pensons qu'il serait peut-être temps pour vous de considérer une « transition ». Le mot « transition » tomba comme une guillotine. Je sentis le sang se glacer dans mes veines. « Quel genre de transition ?» demandai-je, bien que je commence à deviner où elle voulait en venir.
Eh bien, dit-elle avec ce sourire perfide qui ne touchait jamais ses yeux, il existe d'excellentes résidences pour personnes de votre âge. Des endroits où vous auriez de la compagnie, une assistance médicale 24h24, des activités adaptées à votre situation. Sa voix était mielleuse, mais ses mots étaient des poignards. Elle parlait de moi comme si j'étais déjà sénile, comme si j'étais devenu un fardeau pour ma propre famille. Ma situation, répétai-je, sentant la colère monter en moi comme une marée. Laurent se fait beaucoup de soucis pour votre mémoire, Marie. Ces petits oublis que vous avez eus récemment. Quels oublis? Interrompit Laurent, visiblement confus et inquiet. Maman, de quoi parle Camille? Oh, mon chéri, tu n'as pas remarqué? Camille prit la main de Laurent avec une affection calculée. La semaine dernière, elle ne se souvenait plus où elle avait rangé ses clés. Avant-hier, elle a confondu le nom de Madame Dubois, la voisine du 3e. Et hier? Elle s'arrêta, ménageant ses effets comme une actrice sur scène. Hier quoi? Demanda Sophie, maintenant également inquiète. Hier, elle m'a appelé 3 fois pour me demander si nous venions déjeuner aujourd'hui, alors que nous en avions déjà parlé la veille. C'était un mensonge éhonté. Je n'avais jamais appelé Camille une seule fois la veille. Mais elle mentait avec un aplomb déconcertant, et je voyais dans les yeux de Laurent qu'il commençait à s'inquiéter. C'est normal à son âge, continua Camille avec un faux air de compassion. Les premiers signes de « eh bien, vous comprenez. Mais nous devons penser à l'avenir. Surtout maintenant que nous allons avoir un bébé. » Et voilà. Elle arrivait au véritable objectif de sa manœuvre. « Cet appartement sera beaucoup trop petit pour nous tous », déclara-t-elle en balayant la salle à manger du regard comme si elle en était déjà propriétaire. Avec le bébé, nous aurons besoin d'espace. D'une chambre d'enfant, d'un bureau pour Laurent, d'une pièce de rangement pour toutes les affaires du petit. Je comprenais parfaitement son plan maintenant. Me faire passer pour sénile pour justifier mon placement en maison de retraite, s'installer dans mon appartement du centre-ville qui valait une fortune, et élever son enfant illégitime dans le foyer familial qu'elle aurait usurpé. Camille, tenta Sophie, visiblement mal à l'aise, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour... Non, Sophie, c'est exactement le bon moment, Camille l'interrompit d'un ton plus dur. Nous sommes tous en famille ici, nous devons tous être au courant de la situation. Marie, vous l'avez vous-même admis, vous vous sentez parfois confuse ces derniers temps. Encore un mensonge. Je n'avais jamais rien admis de tel. Et puis, continua-t-elle, sa voix prenant maintenant un ton franchement condescendant, à votre âge, il est important d'avoir de la surveillance médicale. Que se passerait-il si vous tombiez dans votre bain? Si vous oubliez de fermer le gaz? Si vous... Camille, arrête, dit Laurent, commençant à percevoir la cruauté de ses propos. Ma mère va parfaitement bien. Elle est organisée, lucide. Laurent, mon amour, elle serra sa main plus fort, je sais que c'est difficile à accepter pour un fils, mais nous devons être réalistes. Elle se tourna vers moi avec un sourire qui était pur venin. Et puis, soyons honnêtes, Marie. Avec votre petite retraite, il vous sera de plus en plus difficile d'entretenir cet appartement. Les charges augmentent, les réparations coûtent cher. Laurent et moi pourrions prendre en charge ces dépenses, moderniser l'appartement pour accueillir notre famille grandissante. Jean-Claude gardait un silence de mort, évitant soigneusement mon regard. Sophie paraissait choquée par l'audace de sa belle-sœur. Et Laurent, mon pauvre Laurent était manipulé par sa propre épouse sans même s'en rendre compte. En plus, ajouta Camille avec cette cruauté froide que je commençais à reconnaître comme sa vraie nature, dans une résidence spécialisée, vous auriez des gens de votre âge avec qui parler. Ici, vous êtes isolé, vous vous ennuyez. C'est malsain pour une femme de votre âge. Elle était en train de m'humilier publiquement, de me traiter comme une vieille femme gâteuse devant ma propre famille. Et elle le faisait avec un sourire, comme si elle me rendait service. Et le plus important, continua-t-elle, posant maintenant ses 2 mains sur son ventre arrondi, c'est que notre bébé mérite de grandir dans un environnement stable, moderne,
adapté aux enfants. Pas dans un appartement rempli de vieux meubles et de souvenirs du passé. Le mépris dans sa voix quand elle prononça « souvenir du passé » me fit l'effet d'une gifle. Elle parlait de mes affaires, de l'héritage de ma famille, de la maison où mes enfants avaient grandi, comme s'il s'agissait de vieilleries bonnes à jeter. Ma respiration devenait difficile. Elle n'était pas seulement en train de me voler ma maison et ma dignité. Elle était en train de réécrire l'histoire de ma famille, de faire de moi un obstacle à éliminer plutôt qu'une matriarche à respecter. Nous avons même visité quelques établissements, ajouta-t-elle avec un enthousiasme fin. Il y en a un très bien à Villeurbanne, avec un jardin magnifique et des activités pour les résidents. Vous pourriez vous faire de nouveaux amis, participer à des ateliers. C'était le comble. Non seulement elle planifiait mon exil, mais elle avait déjà fait des repérages. Camille, dit finalement Jean-Claude, sa voix à peine audible, peut-être que nous devrions. Quoi, Jean-Claude? Elle se tourna vers lui avec un regard glacial. Tu ne penses pas qu'il faut s'occuper du bien-être de Marie? Tu voudrais qu'elle reste ici à se négliger? Ah! Assez! Le mot sortit de ma bouche comme une explosion. Tout le monde sursauta. Élise et Margot, qui jouaient discrètement avec leurs serviettes, s'arrêtèrent net et me regardèrent avec de grands yeux. Assez, répétai-je plus calmement, mais ma voix tremblait de rage contenue. Vous savez quoi, Camille? Vous avez raison sur un point. Il est effectivement temps de parler de vérité. Je me levai de ma chaise, mes jambes tremblant légèrement, et me dirigeai vers le buffet où je gardais mes documents importants. Dans le tiroir du bas, j'avais préparé une enveloppe spécialement pour ce moment. Une enveloppe qui allait changer le cours de cette journée et de nos vies. Marie, demanda Laurent, inquiet de voir mon expression. Avant que nous allions plus loin avec quelque plan que ce soit pour mon avenir, dis-je en revenant à table avec l'enveloppe à la main, je pense que tout le monde devrait connaître certaines vérités importantes. Camille avait perdu toute couleur dans le visage. Ses mains se crispèrent instinctivement sur son ventre. Jean-Claude était devenu pâle comme un linge, ses yeux fixés sur l'enveloppe que je tenais. Premièrement, commençai-je en ouvrant l'enveloppe d'un geste ferme, à propos de ma mémoire supposément défaillante. Je peux vous assurer qu'elle est parfaite. Tellement parfaite que je me souviens exactement du 15 juillet dernier, quand j'ai trouvé des choses très intéressantes dans le grenier. Le silence dans la pièce était absolu. Même les petites filles semblaient sentir que quelque chose d'important se passait. Deuxièmement, continuai-je, sortant les premières photos de l'enveloppe, à propos de cet appartement qui deviendrait trop petit quand le bébé naîtra. Je regardai directement Camille, qui tremblait maintenant visiblement. Ce ne sera pas un problème, parce que vous n'habiterez pas ici. De quoi parlez-vous, maman? Demanda Laurent, la confusion se mêlant à l'inquiétude dans sa voix. Je parle du fait que le bébé que porte votre épouse n'est pas votre fils, Laurent. Les mots sortirent de ma bouche comme des balles. Laurent devint blanc comme neige, Sophie poussa un cri étouffé, Jean-Claude se leva brusquement en renversant sa chaise. Marie, vous avez perdu la tête, cria Camille, mais sa voix tremblait de terreur. Ai-je perdu la tête? Ou ai-je finalement trouvé le courage d'exposer vos mensonges? Je sortis les photographies de l'enveloppe et les jetai sur la table, par-dessus les assiettes de tarte aux pommes. Des photos qui montraient Jean-Claude et Camille dans des situations qui ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation. Ces photos vous montrent tous les deux, Jean-Claude et Camille. Et je ne parle pas de rencontres fortuites de famille. Sophie saisit les photos avec des mains tremblantes, ses yeux se remplissant de larmes en reconnaissant son mari et sa belle-sœur dans des situations intimes. Une photo les montrait s'embrassant passionnément dans un parc que je reconnus comme étant celui de Gerlande. Une autre les montrait sortant ensemble d'un hôtel du centre-ville, leurs mains entrelacées. Une troisième photo les montrait dans un restaurant romantique, regardant amoureusement dans les yeux l'un de l'autre. Et ceci, continuai-je en sortant un autre document de l'enveloppe, est un test de paternité qui confirme que Jean-Claude est le père biologique de l'enfant. Laurent attrapa le papier d'une main si tremblante qu'il pouvait à peine le tenir. Il le lut une fois, 2 fois, 3 fois, comme s'il espérait que les mots changeraient sous ses yeux.
C'est impossible, bégaya Camille, mais sa voix était brisée. Vous avez tout inventé. Vous ne pouvez pas croire une vieille femme qui... Taisez-vous, explosa Laurent en se levant d'un bond. Je ne l'avais jamais vu dans une telle fureur. Son visage était rouge de colère, ses veines saillaient sur son front. Assez de mensonges, Camille. Les petites filles, effrayées par l'éclat de voix de leur oncle, se mirent à pleurer. Sophie les prit immédiatement dans ses bras, essayant de les consoler tout en luttant contre ses propres larmes. « Laurent, je peux tout expliquer. » tenta Camille. « Expliquer quoi ?» hurla Laurent. « Comment tu m'as menti pendant des mois ? Comment tu m'as fait croire que j'allais être père alors que tu portais l'enfant d'un autre homme ? Comment tu as essayé de faire interner ma mère pour voler sa maison ? » Jean-Claude, qui était resté debout depuis qu'il avait renversé sa chaise, finalement parla d'une voix à peine audible. « Marie, comment avez-vous ? Comment j'ai découvert ? » Je souris amèrement. « Vous n'avez pas été très prudent. Laissez une boîte avec toutes les preuves dans mon propre grenier. Lettres d'amour, photos, messages, et le test de paternité que vous avez fait en cachette. » Sophie pleurait silencieusement, berçant ses filles qui ne comprenaient pas pourquoi tout le monde criait soudain. « Depuis combien de temps ? » demanda-t-elle d'une voix brisée. Jean-Claude ne pouvait pas répondre. Ce fut Camille qui parla, maintenant sans aucune trace de sa douceur feinte. 2 ans. 2 ans. Ils avaient une liaison depuis 2 ans, depuis avant le mariage de Camille avec Laurent. « Et le bébé, tu as toujours su qu'il n'était pas à moi ?» demanda Laurent, sa voix chargée d'une douleur profonde. Camille ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La réponse était écrite sur son visage. Laurent se tourna vers moi, des larmes dans les yeux. « Maman, pourquoi ne m'avez-vous pas dit plus tôt ? » Parce que je voulais être sûre. Et parce que... Je respirais profondément, parce qu'il y avait encore d'autres choses que je devais découvrir. Tous me regardèrent, confus. « Quoi d'autre ? » demanda Sophie en essuyant ses larmes. « Eh bien, » dis-je en retournant à l'enveloppe, « apparemment, Jean-Claude et Camille n'ont pas été les seuls à garder des secrets dans cette famille. » Je sortis une dernière photographie. Une photographie jaunie par le temps, qui allait changer tout ce que chacun pensait savoir sur notre famille. Cette photo a été prise il y a 32 ans. On y voit mon défunt mari Pierre et une jeune fille de 18 ans qui travaillait comme baby-sitter pour mes enfants à cette époque. Je montrai la photo à tout le monde. Laurent et Sophie se regardèrent, reconnaissant vaguement la jeune fille de l'image. Elle s'appelait Isabelle Dubois. « Et c'est votre mère, Jean-Claude ?» Le silence qui suivit ma révélation fut assourdissant. Jean-Claude regardait la photographie comme si c'était un fantôme du passé qui venait le hanter. Sophie laissa échapper un gémissement étouffé. Laurent semblait essayer de traiter trop d'informations à la fois. « Ma mère », murmura Jean-Claude en prenant la photo avec des mains tremblantes. « Oui. Isabelle Dubois a travaillé pour notre famille pendant 6 mois en 1993. Elle avait 18 ans, c'était une jeune fille douce et travailleuse. Et mon mari a profité d'elle. » Les mots sortaient de ma bouche chargés d'une douleur que je gardais depuis plus de 3 décennies. Voir mon propre gendre, qui était en réalité le demi-frère de mes enfants, tromper ma fille avec ma belle-fille avait réveillé des fantômes que je préférais garder enterrés. « Alors Jean-Claude est notre demi-frère ?» demanda Sophie d'une voix blanche. « Exactement. Et cela signifie qu'il ne vous a pas seulement trahi avec sa belle-sœur, il vous a trahi avec l'épouse de son propre frère. » La révélation tomba comme une bombe atomique. Jean-Claude se leva brusquement, renversa sa chaise une fois de plus, et courut vers le balcon. Laurent le suivit, je ne sais pas si par instinct de protection ou par fureur. Camille resta assise, ses mains protégeant instinctivement son ventre. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait vraiment terrifiée. « Marie » dit-elle d'une voix presque inaudible, je ne savais pas. À propos de Jean-Claude qui était, je ne savais pas. Cela ne change rien, répondis-je fermement. Vous avez quand même trahi 2 personnes qui vous aimaient inconditionnellement.
Sophie se leva, prit ses deux filles par la main. Élise, Margot, allons dans la chambre de grand-maman jouer un peu, d'accord ? Les petites, sentant la tension, obéirent sans poser de questions. Sophie me regarda avec gratitude avant de sortir de la pièce. Je restai seule avec Camille. Elle pleurait silencieusement, ses mains tremblant comme des feuilles au vent. Le dessert refroidissait dans nos assiettes. La tarte aux pommes, symbole de tradition familiale et de moments heureux, témoignait maintenant de la destruction complète de tout ce que nous avions construit ensemble. Dans le salon, j'entendais Laurent et Jean-Claude parler à voix basse sur le balcon. Leur voix était tendue, parfois elle s'élevait, puis redevenait murmure. 31 ans de vie côte à côte en tant que beaux-frères, et maintenant ils découvraient qu'ils étaient demi-frères. Comment traite-t-on une révélation pareille ? Pourquoi avez-vous fait cela ? Demandai-je à Camille en m'asseyant à côté d'elle. Laurent vous aimait vraiment. Il aurait donné sa vie pour vous. Je sais, sanglota-t-elle. Je sais qu'il m'aimait. Mais Jean-Claude, quand je l'ai rencontré, la première fois que je suis venue dîner ici, c'était comme si le monde s'arrêtait. La passion ne justifie pas la trahison, Camille. Ce n'était pas que de la passion, explosa-t-elle. J'ai essayé de résister, Marie. Pendant des mois j'ai essayé. Mais il était si différent de Laurent. Plus mûr, plus expérimenté, plus marié, complétai-je sèchement. Elle baissa la tête, incapable de soutenir mon regard. Je sais que je n'ai aucune excuse. Je sais que ce que nous avons fait était terrible. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte, vous auriez pu dire la vérité. Et détruire 4 vies ? Laurent, Sophie, les petites, je pensais que ce serait mieux ainsi. Que tout le monde serait heureux en croyant que le bébé était de Laurent. Tout le monde, sauf Laurent, qui aurait élevé l'enfant d'un autre homme basé sur un mensonge. Camille ne répondit pas. Il n'y avait pas de réponse possible. Laurent et Jean-Claude revinrent du balcon. Laurent semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Jean-Claude était détruit, des larmes coulaient encore sur son visage. Marie, dit Jean-Claude d'une voix rauque, j'ai besoin de savoir. Isabelle, ma mère, va-t-elle bien ? Elle va bien. Et elle aimerait beaucoup vous connaître. Pendant toutes ces années, elle a cru que vous aviez été adopté par une bonne famille, que vous étiez heureux quelque part. Elle n'a jamais imaginé que vous étiez si proches. J'ai toujours su que j'étais adopté. Mes parents me l'ont dit quand j'étais petit. Mais jamais je n'ai cherché à connaître ma mère biologique. Peut-être que maintenant c'est le moment, dis-je gentiment. Malgré tout, j'avais de la peine pour lui. Découvrir qu'il était le demi-frère de sa propre épouse, le même jour où sa trahison était exposée, c'était trop pour n'importe qui. Elle s'appelait Isabelle Dubois. Et c'est votre mère, Jean-Claude. Le silence qui suivit ma révélation fut assourdissant. On aurait dit que l'air lui-même s'était figé dans la salle à manger. Jean-Claude regardait la photographie comme si c'était un fantôme du passé qui venait le hanter. Ses mains tremblaient en tenant ce morceau de papier jauni qui bouleversait tout ce qu'il pensait savoir sur sa propre identité. Sophie laissa échapper un gémissement étouffé, une main portée à sa bouche dans un geste de choc absolu. Laurent semblait essayer de traiter trop d'informations à la fois, son cerveau luttant pour assimiler cette révélation qui redéfinissait complètement les relations familiales qu'il avait toujours connues. Ma mère, murmura Jean-Claude, sa voix à peine audible. Il tenait la photographie comme un objet sacré, ses yeux parcourant chaque détail du visage de cette jeune femme qu'il n'avait jamais connue. Oui. Isabelle Dubois a travaillé pour notre famille pendant 6 mois en 1993. Elle avait 18 ans, c'était une jeune fille douce et travailleuse qui venait d'un petit village près de Grenoble. Et mon mari ? Je marquai une pause, la douleur de cette vieille blessure remontant à la surface. Mon mari a profité d'elle. Les mots sortaient de ma bouche chargés d'une douleur que je gardais depuis plus de 3 décennies. Voir mon propre gendre, qui était en réalité le demi-frère de mes enfants,
trompé ma fille avec ma belle-fille et avait réveillé des fantômes que je préférais garder enterrés dans les profondeurs de ma mémoire. Je me souvenais encore d'Isabelle comme si c'était hier. Une jeune fille aux cheveux châtains bouclés, aux yeux noisettes pétillants d'intelligence, toujours souriante malgré sa situation difficile. Elle était venue à Lyon pour échapper à la pauvreté de sa famille rurale, cherchant un emploi qui lui permettrait de subvenir à ses besoins tout en économisant pour ses études d'infirmière. Pierre l'avait engagée pour s'occuper de Laurent et Sophie quand j'avais dû être hospitalisé pour une appendicite. À l'époque, Laurent avait 9 ans et Sophie 7 ans. Ils adoraient Isabelle, qui jouait avec eux, leur racontait des histoires merveilleuses de la campagne, leur apprenait des chansons traditionnelles de sa région. Mais Pierre avait vu en cette jeune fille vulnérable une opportunité dont il avait profité sans scrupule. Isabelle est tombée enceinte de Pierre, mais à l'époque, personne ne le savait, continuai-je, ma voix devenant plus ferme malgré l'émotion. Elle a simplement disparu un jour, ne laissant qu'un petit mot disant qu'elle avait trouvé un meilleur emploi dans une autre ville. Jean-Claude était devenu pâle comme un linge. Ses 35 ans de vie, toute son histoire personnelle, tout ce qu'il croyait savoir sur ses origines venait d'être bouleversé en quelques mots. Mais comment avez-vous découvert cela ? Demanda-t-il d'une voix brisée. Il y a 3 mois, quand j'ai trouvé les photos de vous deux dans le grenier, j'ai commencé à avoir des soupçons sur certaines choses. Vous m'avez toujours paru familier d'une façon étrange, Jean-Claude. Après toutes ces années à me demander pourquoi, j'ai décidé de faire des recherches. Je me levai de nouveau et apportai une autre enveloppe que j'avais laissée sur l'étagère. À l'intérieur, il y avait des documents, des certificats, des dossiers anciens que j'avais rassemblés au cours de mon enquête. J'ai engagé un détective privé. Il n'a pas été difficile de retrouver la trace d'Isabelle. Elle vit à Marseille, elle est veuve, elle travaille comme infirmière dans un hôpital public. Et elle confirme tout, vous êtes le fils de mon défunt mari. Sophie pleurait ouvertement maintenant, ses larmes coulant silencieusement sur ses joues. Alors Jean-Claude est mon demi-frère ? Exactement. Et cela signifie qu'il ne vous a pas seulement trahi avec votre belle-sœur, il vous a trahi avec l'épouse de son propre frère. La révélation tomba comme une bombe atomique dans la pièce. Jean-Claude se leva brusquement, renversant sa chaise une fois de plus, et courut vers le balcon comme un homme qui cherche désespérément de l'air frais. Laurent le suivit, et je ne savais pas s'il agissait par instinct de protection fraternelle ou par pure fureur. Camille restait assise, ses mains protégeant instinctivement son ventre arrondi. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle semblait véritablement terrifiée. Son teint avait pris une couleur cireuse, et elle tremblait comme une feuille au vent d'automne. « Marie » dit-elle d'une voix presque inaudible, à peine un murmure, « je ne savais pas. » À propos de Jean-Claude qui était, je ne savais pas. « Cela ne change rien du tout, » répondis-je fermement, ma voix portant toute l'autorité de mes 64 ans. « Vous avez quand même trahi 2 personnes qui vous aimaient inconditionnellement. 2 personnes qui vous avaient ouvert leur cœur et leur foyer. » Sophie se leva, essuya ses larmes du revers de la main, et prit ses 2 filles par la main avec une détermination soudaine. « Élise, Margot, venez avec maman. Nous allons dans la chambre de grand-maman jouer un peu, d'accord ?» Les petites, qui sentaient intuitivement la gravité de la situation malgré leur jeune âge, obéirent sans poser de questions. Leur innocence contrastait cruellement avec la complexité dramatique du monde des adultes qui s'écroulait autour d'elles. Sophie me regarda avec une gratitude mêlée de douleur avant de sortir de la pièce, protégeant ses filles de cette tempête émotionnelle qu'elles étaient trop jeunes pour comprendre. Je restai seule avec Camille dans cette salle à manger qui avait été le théâtre de tant de repas joyeux au fil des années. Les restes du déjeuner refroidissaient sur la table, la quiche lorraine à peine entamée, le coq au vin qui avait perdu de sa saveur, la tarte aux pommes qui témoignait silencieusement de la destruction de notre harmonie familiale. Camille pleurait silencieusement, ses épaules secouées par des sanglots qu'elle essayait de contenir. Ses mains tremblaient comme des feuilles dans la tempête, et pour la première fois, je la voyais véritablement vulnérable, dépouillée de cette arrogance parisienne qui l'avait toujours caractérisée. « Pourquoi avez-vous fait cela ?»
lui demandai-je en m'asseyant à côté d'elle, ma colère cédant momentanément la place à une curiosité sincère. Laurent vous aimait vraiment. Il aurait donné sa vie pour vous et pour ce bébé qu'il croyait être le sien. Je sais, sanglota-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Je sais qu'il m'aimait. Mais Jean-Claude, quand je l'ai rencontré pour la première fois, lors de ce premier dîner ici il y a 2 ans, c'était comme si le monde s'arrêtait de tourner. Elle s'essuya les yeux avec sa serviette en lin, laissant des traces de mascara sur le tissu blanc immaculé. La passion ne justifie pas la trahison, Camille, répondis-je d'un ton ferme mais pas dénué de compassion. Ce n'était pas que de la passion, explosa-t-elle soudain, sa voix montant d'un octave. J'ai essayé de résister, Marie. Pendant des mois j'ai essayé de lutter contre ces sentiments. Mais il était si différent de Laurent. Plus mûr, plus expérimenté, plus mystérieux aussi. Plus marié, complétai-je sèchement, ramenant brutalement la conversation à la réalité. Elle baissa la tête, incapable de soutenir mon regard accusateur. Je sais que je n'ai aucune excuse. Je sais que ce que nous avons fait était terrible, impardonnable. Mais quand j'ai découvert que j'étais enceinte, vous auriez pu dire la vérité dès le début. Et détruire 4 vies d'un coup? Laurent, Sophie, les petites. Elle caressait machinalement son ventre. Je pensais que ce serait mieux ainsi. Que tout le monde serait heureux en croyant que le bébé était de Laurent. Que nous pourrions tous continuer à vivre normalement. Tout le monde, sauf Laurent, qui aurait élevé l'enfant d'un autre homme en se basant sur un mensonge fondamental. Camille ne répondit pas. Il n'y avait pas de réponse possible à cette accusation. Du balcon nous parvenaient les voix étouffées de Laurent et Jean-Claude. Parfois elles s'élevaient, parfois elles devenaient des murmures inaudibles. 31 ans de coexistence en tant que beaux-frères, et maintenant ils découvraient qu'ils étaient demi-frères. Comment traite-t-on une révélation de cette ampleur? Laurent et Jean-Claude revinrent finalement du balcon. Laurent semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent, ses yeux rougis par les larmes et la colère. Jean-Claude était complètement détruit, des traces de larmes encore visibles sur son visage marqué par le choc. « Marie, dit Jean-Claude d'une voix rauque, comme s'il avait crié ou pleuré longtemps, j'ai besoin de savoir. Isabelle, ma mère, va-t-elle bien? Elle va bien. Et elle aimerait énormément vous connaître. Ma voix se radoucit malgré moi. Pendant toutes ces années, elle a cru que vous aviez été adopté par une bonne famille, que vous étiez heureux quelque part dans ce vaste monde. Elle n'a jamais imaginé que vous étiez si proche d'elle géographiquement, et encore moins que vous aviez épousé la fille de l'homme qui... Je ne terminais pas ma phrase. Les implications étaient trop lourdes. J'ai toujours su que j'étais adopté. Mes parents adoptifs me l'ont dit quand j'étais petit garçon. Ils étaient des gens merveilleux, ils m'ont élevé avec amour. Mais jamais je n'ai eu le courage de chercher à connaître ma mère biologique. Peut-être que maintenant c'est le moment, dis-je avec une gentillesse surprenante, même pour moi. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la trahison et les mensonges, j'avais de la peine pour lui. Découvrir qu'il était le demi-frère de sa propre épouse, le même jour où sa double trahison était exposée au grand jour, c'était un fardeau que peu d'êtres humains pourraient supporter. Laurent s'approcha de Camille, son visage durci par une détermination nouvelle. J'ai besoin de connaître toute la vérité. Depuis quand exactement vous? Il y a 2 ans, murmura Camille, sa voix à peine audible. Cela a commencé à la fête d'anniversaire de Sophie, en septembre 2023. Tu avais trop bu ce soir-là, tu dormais sur le canapé du salon. Jean-Claude et moi sommes restés à discuter dans la cuisine jusqu'aux petites heures, et... Je ne veux pas de détails sordides, l'interrompit Laurent d'un ton sec. Je veux juste savoir une chose, m'as-tu aimé vraiment, ne serait-ce qu'une seule fois? La question resta suspendue dans l'air pendant de longues secondes qui semblèrent durer une éternité. Camille regardait ses propres mains, incapable de lever les yeux vers l'homme qui avait consacré 2 ans de sa vie à l'aimer. Réponds-moi, insista Laurent, sa voix devenant plus ferme. J'ai le droit de savoir.
J'avais de l'affection pour toi. Beaucoup d'affection. Tu es un homme bon, Laurent. Honnête, travailleur, fidèle. Mais l'amour, le vrai amour. Elle secoua la tête lentement. Je suis désolée. Laurent hocha la tête lentement, comme si finalement une pièce cruciale du puzzle se mettait en place. Merci pour cette honnêteté. Enfin. Sophie revint dans la pièce, sans les petites cette fois. Ses yeux étaient encore rouges, mais elle semblait avoir retrouvé une certaine composure, une force intérieure que je ne lui connaissais pas. J'ai mis les filles devant un dessin animé sur la tablette, expliqua-t-elle. Elles n'ont pas besoin de voir la suite de cette discussion. Jean-Claude s'approcha d'elle avec une hésitation douloureuse à observer. Sophie, Non, elle l'interrompit en levant fermement la main. Pas maintenant. Je ne sais pas si je pourrai jamais écouter tes excuses. Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon. Non, tu n'en as effectivement pas le droit. Sophie se tourna vers Camille avec un regard d'acier. Et toi, tu étais ma belle-sœur. J'avais confiance en toi. Je te considérais comme la sœur que je n'avais jamais eue. Camille recommença à pleurer, ses sanglots maintenant incontrôlables. Sophie, je suis tellement désolée. Tes excuses ne répareront rien du tout. Sophie respira profondément, puisant dans une réserve de courage que je ne soupçonnais pas. Je veux que vous partiez. Tous les deux. Maintenant. Sophie, tenta Jean-Claude une dernière fois, sa voix suppliante, et les filles? Ce sont mes filles, mes petites princesses. Elles le sont. Et elles le seront toujours. Mais pour l'instant, j'ai besoin de temps pour décider comment nous allons gérer cette situation impossible. Sophie le regarda directement dans les yeux. Tu as trahi non seulement moi, ton épouse qui t'aimait, mais toute notre famille. Et maintenant nous découvrons que nous sommes. Elle ne put terminer sa phrase. La réalité d'avoir été mariée à son propre demi-frère était une vérité trop lourde à exprimer. Je vais voir un avocat dès demain matin, dit-elle finalement avec une détermination qui me rendit fière d'elle. Je veux le divorce. Jean-Claude acquiesça, complètement vaincu. Je comprends. Je mérite ce qui m'arrive. Laurent se tourna vers Camille avec une froideur que je ne lui avais jamais vue. Nous allons nous séparer aussi. Évidemment. Laurent, s'il te plaît, nous pouvons encore parler. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Laurent alla jusqu'à la porte d'entrée et l'ouvrit d'un geste ferme. J'aimerais que vous partiez maintenant. Tous les deux. Camille se leva avec difficulté, son ventre de 6 mois de grossesse rendant chaque mouvement laborieux. Et le bébé? Où vais-je habiter? Comment vais-je m'en sortir? Ce n'est plus notre problème, répondit Laurent avec une froideur qui me surprit. Vous deux avez créé cette situation catastrophique. Maintenant, assumez en toutes les conséquences. Jean-Claude prit son manteau d'automne et se dirigea vers la sortie. Avant de franchir le seuil, il se retourna vers moi une dernière fois. Marie, merci de m'avoir parlé de ma vraie mère. Malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui, j'avais besoin de savoir la vérité sur mes origines. J'ai son numéro de téléphone et son adresse, si vous le souhaitez, offris-je avec une compassion que je ne m'attendais pas à ressentir. Il acquiesça, prit le papier que je lui tendis, et sortit dans le couloir sombre. Camille fut la dernière à partir. Sur le seuil de la porte, elle se retourna une dernière fois vers moi. Marie, vous auriez pu me révéler tout cela en privé, seulement à Laurent. Pourquoi avoir choisi de m'humilier devant toute la famille? Je la regardai pendant un long moment avant de répondre, pesant soigneusement mes mots, parce que vous avez délibérément choisi de m'humilier publiquement, remettant en question ma santé mentale devant toute ma famille réunie. Vous avez choisi d'attaquer une femme de 64 ans pour obtenir ce que vous vouliez. Et surtout, parce que certains secrets sont bien trop grands et trop importants pour être révélés à moitié. Elle sortit sans répondre, la tête basse. Quand la porte se referma derrière eux, nous trois, Laurent, Sophie et moi, restâmes immobiles dans un silence pesant pendant plusieurs longues minutes.
L'appartement semblait étrangement vide et en même temps plus léger, comme si un poids énorme venait d'être retiré de nos épaules. La tarte aux pommes refroidissait toujours sur la table, témoin silencieux de la tempête émotionnelle qui venait de balayer notre famille. Mais dans ce silence lourd de conséquences, il y avait aussi quelque chose de profondément libérateur. Plus de mensonges. Plus de secrets enterrés. Plus de faux semblants. Pour la première fois depuis 3 mois, je pouvais enfin respirer librement. 3 semaines s'étaient écoulées depuis ce dimanche qui avait changé nos vies à jamais. L'automne lyonnais était plus froid, les arbres presque complètement dépouillés de leurs feuilles dorées. J'étais dans la cuisine en train de préparer du thé quand Laurent arriva pour notre conversation hebdomadaire, une tradition que nous avions établie après tout ce qui s'était passé. « Bonjour, maman », dit-il en m'embrassant les 2 joues. Il semblait plus maigre, plus fatigué, mais ses yeux avaient une clarté que je n'avais pas vue depuis longtemps. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demandai-je en servant le thé dans 2 tasses de la porcelaine de ma grand-mère. « Mieux. Chaque jour un peu mieux », soupira-t-il en s'asseyant à la table de la cuisine où tant de conversations importantes avaient eu lieu au fil des années. Les papiers du divorce ont été finalisés hier. Et comment cela s'est-il passé? Étrange. Libérateur, mais étrange. Il but une gorgée de thé. Camille était là avec Jean-Claude. Ils vivent déjà officiellement ensemble. Cela ne me surprenait pas. Après que la vérité soit sortie, il n'était plus logique qu'il continue à faire semblant. Et le bébé? Il naîtra en décembre. C'est un garçon. Laurent sourit tristement. Pendant 2 ans, j'ai rêvé d'être père. Maintenant, je vais être oncle d'un enfant que j'ai cru être mon fils. Je suis désolé, Laurent. Ne le soyez pas, maman. Vous m'avez sauvé d'une vie entière basée sur des mensonges. Il prit ma main. Je sais que c'était difficile pour vous de garder ce secret si longtemps. Ça l'était. Mais je devais être sûr de tout avant de parler. À propos de Jean-Claude qui est notre demi-frère, vous ne soupçonniez vraiment rien avant? Je réfléchis à la question. Il y avait quelque chose de familier chez lui, oui. Mais je n'aurais jamais imaginé. Votre père est mort il y a 10 ans, Laurent. Pendant toutes ces années, j'ai idéalisé notre vie, notre mariage. Découvrir qu'il avait eu une liaison avec notre baby-sitter, qu'il avait eu un fils qui avait grandi sans connaître son père, c'était dévastateur. Avez-vous parlé avec Isabelle? J'ai parlé avec elle. C'est une femme extraordinaire. C'était très difficile pour elle d'élever Jean-Claude seul, mais elle a fait un travail admirable. Je souris. Elle veut vous rencontrer tous les 2 aussi. Après tout, vous êtes les demi-frères de son fils. Laurent hocha la tête pensivement. Peut-être que c'est une bonne idée. Après que la poussière soit retombée. La sonnette retentit. C'était Sophie avec les petites. Depuis la séparation, elle venait me rendre visite plus fréquemment. Je pense que nous avions toutes besoin les unes des autres en ce moment. Bonjour, maman, Sophie m'embrassa, et les petites coururent embrasser leur oncle Laurent. Tonton Laurent, cria Élise. Tu vas jouer avec nous aujourd'hui? Bien sûr, ma puce, répondit-il en embrassant les 2 petites. Les enfants étaient notre source de joie au milieu de toute cette turbulence. Sophie s'assit avec nous à table. Elle aussi semblait plus maigre, plus sérieuse, mais il y avait une nouvelle force dans ses yeux. « Comment ça se passe avec Jean-Claude » demandai-je gentiment. « Difficile. Il veut voir les petites, et je sais qu'il en a le droit. Mais comment expliquer aux filles que papa et maman ne vont plus vivre ensemble? Et surtout, comment expliquer un jour que papa est le demi-frère de maman? » La question resta suspendue dans l'air. C'était une situation sans précédent pour nous toutes. Pour l'instant, elles n'ont pas besoin de savoir sur la parenté, dit Laurent. Elles sont trop petites pour comprendre. Mais un jour elles devront savoir, soupira Sophie. Surtout quand le fils de Jean-Claude et Camille naîtra. Techniquement, ce bébé sera leur cousin du côté paternel, mais aussi, c'est trop confus. Une chose à la fois, dis-je.
L'important maintenant c'est que vous vous libériez de relations basées sur des mensonges. Élise vint en courant vers nous. Maman, pourquoi toi et papa vous ne vivez plus ensemble? Sophie respira profondément. Nous avions parlé de comment gérer ces questions. Parce que parfois les adultes découvrent qu'ils sont plus heureux en étant amis plutôt qu'en étant mariés, ma chérie. Mais vous allez continuer à être mes parents? Toujours, Sophie l'embrassa. Ça ne changera jamais. Élise sembla satisfaite de la réponse et retourna jouer avec Margot. Vous savez ce qui est ironique, dit Laurent en observant les petites. Pendant tout ce temps, je pensais que ma vie était parfaite. Mariage solide, bébé en route, avenir planifié, et tout n'était qu'une illusion. Mais maintenant vous avez la chance de construire quelque chose de réel, dis-je. Basé sur la vérité. C'est vrai. Et en parlant de ça, il sourit pour la première fois depuis des semaines, j'ai rencontré quelqu'un. Sophie et moi le regardâmes surprises. Déjà, demanda Sophie. Ce n'est rien de sérieux encore. C'est une collègue de travail, Claire. Nous avons toujours été amis, mais après le divorce, nous avons commencé à parler davantage. Il rougit légèrement. Elle sait tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas de secret. Je suis heureuse pour vous, dis-je sincèrement. Vous méritez quelqu'un qui vous aime vraiment. Et vous, Sophie? Comment gérez-vous tout cela? Eh bien, je me concentre sur les petites et mon travail. Et? Elle hésita, je fais de la thérapie. Pour traiter non seulement la trahison, mais toute cette situation avec Jean-Claude qui est mon demi-frère. C'est traumatisant. C'est compréhensible, dis-je. Peut-être que nous devrions toutes faire de la thérapie. Cette situation est unique. À ce moment-là, mon téléphone sonna. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô? Marie? Ici Isabelle Dubois. Mon cœur s'accéléra. Isabelle. Comment allez-vous? Bien, merci. J'ai parlé avec Jean-Claude hier. Je fis signe à Laurent et Sophie de rester silencieuses. Et comment ça s'est passé? Difficile, mais nécessaire. Il m'a raconté tout ce qui s'était passé. Sur Camille, sur la découverte que Sophie est sa demi-sœur. Sa voix trembla. Marie, je suis désolée. Si j'avais su que Pierre était marié à cette époque. Vous étiez très jeune, Isabelle. C'est mon mari qui aurait dû mieux se comporter. Même ainsi, imaginez que mon fils a fini par épouser votre fille, sans qu'aucun de nous ne le sache, c'est comme un cauchemar. Mais maintenant nous connaissons la vérité. Et nous pouvons la gérer de la meilleure façon possible. Jean-Claude m'a demandé de vous demander si vous aimeriez me rencontrer. Laurent et Sophie. Je sais que c'est une situation étrange, mais... Je regardais mes enfants, qui écoutaient la conversation. Laurent acquiesça. Sophie aussi. Isabelle, nous aimerions beaucoup vous rencontrer. Que diriez-vous de dimanche prochain? Pourriez-vous venir déjeuner ici? Vous en êtes sûre? Absolument. Vous êtes la mère du père de mes petites filles. Cela fait de vous une partie de la famille, d'une façon ou d'une autre. Après avoir raccroché, Sophie me regarda avec admiration. Vous en êtes sûre, maman? J'en suis sûre. Nous n'avons pas choisi cette situation, mais nous pouvons choisir comment la gérer. Avec dignité, honnêteté, peut-être même avec amour. Laurent sourit. Vous êtes incroyable, maman. Après tout ce qui s'est passé, vous arrivez encore à avoir de l'espoir. Parce qu'il y a de l'espoir, mon fils. Oui, notre famille a été ébranlée. Oui, nous avons découvert des vérités douloureuses. Mais nous nous sommes aussi libérés de mensonges qui nous détruisaient de l'intérieur. Cet après-midi-là, pendant que Laurent jouait avec les petites dans le jardin et que Sophie m'aidait dans la cuisine, je réfléchis à comment notre vie avait drastiquement changé en seulement 3 semaines. Camille et Jean-Claude étaient ensemble maintenant, gérant les conséquences de leur choix.
Le bébé naîtrait dans quelques semaines, et il devrait élever un enfant au milieu de tout ce chaos émotionnel. Laurent se remettait, découvrant qui il était quand il ne vivait pas dans un mensonge. Sophie était forte, prenant des décisions difficiles mais nécessaires pour protéger ses filles. Et moi, j'étais en paix. Pour la première fois en 3 mois, j'étais en paix. Maman, dit Sophie en séchant une assiette, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Vous ne regrettez pas d'avoir tout dit? D'avoir fait exploser notre famille? Je réfléchis soigneusement avant de répondre. Sophie, quand j'ai découvert Jean-Claude et Camille, j'ai pensé à me taire. À laisser Laurent élever l'enfant d'un autre homme sans jamais connaître la vérité. J'ai pensé que ce serait peut-être plus gentil. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Le comportement de Camille ce dimanche-là. Quand elle a essayé de m'humilier publiquement, quand elle a voulu m'interner dans un hospice pour garder mon appartement, j'ai réalisé que ce n'étaient pas seulement des gens qui avaient commis une erreur. C'étaient des gens calculateurs, capables de détruire des vies pour obtenir ce qu'ils voulaient. Sophie acquiesça lentement. Et surtout, continuai-je, j'ai réalisé que des secrets de cette ampleur finissent toujours par sortir, tôt ou tard. Il valait mieux que la vérité vienne de moi, avec amour et attention, plutôt que vous la découvriez par hasard des années plus tard. Merci, Sophie m'embrassa. D'avoir eu le courage de faire ce qui était juste, même si c'était douloureux. 2 semaines plus tard, Isabelle vint déjeuner chez nous. C'était une femme de 50 ans, cheveux grisonnants, yeux gentils, très ressemblante à Jean-Claude. La rencontre fut étrange au début, mais graduellement nous nous sentîmes plus à l'aise. Elle raconta sa vie, comme c'était difficile d'élever Jean-Claude seul, le soulagement de savoir finalement qu'il avait bien grandi, même avec toute la confusion actuelle. Laurent et Sophie la traitèrent avec gentillesse et respect. Les petites l'appelèrent « Tante Isabelle », naturellement, comme si elle avait toujours fait partie de la famille. « C'est drôle », dit Isabelle pendant le dessert, « pendant 32 ans, j'ai imaginé comment ce serait de rencontrer la famille de Pierre. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait dans ces circonstances. La vie a de ses ironies, répondis-je. Mais peut-être que c'est exactement comme ça devait être. Sans plus de secrets, sans plus de mensonges. 1 mois plus tard, je reçus la nouvelle que le bébé était né. Un garçon appelé Théo. Jean-Claude m'appela personnellement pour me le dire. Marie, dit-il, sa voix fatiguée mais heureuse, je sais que notre relation est compliquée. Mais je voulais que vous sachiez que Théo est né en bonne santé. 3,2 kilos, très sain. Je suis heureuse, Jean-Claude. Indépendamment de tout, c'est un enfant innocent. Vous aimeriez le rencontrer? Je sais que c'est étrange, qu'il soit techniquement votre petit-fils et en même temps cousin de mes enfants, complétai-je. Oui, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Et ainsi, notre famille étrange et reconfigurée gagna un membre de plus. Aujourd'hui, 6 mois après ce dimanche fatidique, je peux dire que nous avons fait la paix avec notre nouvelle réalité. Laurent sort sérieusement avec Claire, et c'est une femme merveilleuse. Sophie est plus forte que jamais, concentrée sur ses filles et sa carrière. Jean-Claude et Camille vivent ensemble avec Théo. C'est étrange de les voir en couple, sachant tout ce qui s'est passé, mais ils semblent genuins et heureux. Et peut-être que c'est ça qui importe. Isabelle est devenue une présence constante dans nos vies. C'est réconfortant d'avoir quelqu'un qui comprend la complexité de notre situation. Les enfants se sont mieux adaptés que nous l'espérions. Élise et Margot adorent leur cousin, Théo, et ne posent pas beaucoup de questions sur pourquoi la configuration familiale a tant changé. Et moi, je suis fière d'avoir eu le courage d'exposer la vérité ce dimanche-là. Oui, c'était douloureux. Oui, notre famille ne sera plus jamais la même. Mais maintenant nous vivons dans la vérité, et il y a une liberté extraordinaire en cela. Parfois, les plus grandes tempêtes sont nécessaires pour purifier l'air. Parfois, il faut détruire pour reconstruire quelque chose de plus solide. Et parfois, une femme de 64 ans doit être la plus courageuse de la pièce pour sauver sa famille d'une vie entière de mensonges. Ce dimanche a tout changé.
Mais au final, il nous a tous sauvés. Parfois, la vie nous place face à des choix que nous n'avions jamais imaginé devoir faire. Ce dimanche-là, à 64 ans, j'ai découvert qu'être courageuse n'a pas d'âge. Que défendre notre dignité et protéger ceux que nous aimons peut exiger des décisions douloureuses, mais nécessaires. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui avez vécu ou vivez des situations similaires. Peut-être avez-vous découvert des mensonges qui ont ébranlé vos familles. Peut-être avez-vous été manqué de respect par des personnes en qui vous aviez confiance. Ou peut-être gardez-vous des secrets qui pèsent sur votre cœur. Racontez-moi dans les commentaires, vous êtes-vous déjà trouvé dans la position de devoir choisir entre une paix factice et une vérité douloureuse? Comment avez-vous géré les trahisons au sein de votre propre famille? Vos expériences peuvent aider d'autres femmes qui traversent la même épreuve. Parce que c'est ce que nous faisons, nous, femmes mûres, nous nous soutenons, partageons notre sagesse, prouvons que notre voix résonne encore forte même quand on tente de nous faire taire. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, montrez-le. Chaque like me dit que je ne suis pas seule. Chaque abonnement à la chaîne me montre qu'il y a de la place pour nos histoires, notre courage, notre vérité. À bientôt pour le prochain récit. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour recommencer.